Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer un épisode pour parler de ces filtres contre la pollution lumineuse, car la question revient régulièrement dans les groupes sur Facebook. Astronomie pour les débutants, astronomie pour débutants, astronomie pratique, peut-être même Astronogeek ou Web Astro, ou même le groupe de la chaîne Astro ou les groupes des copains. Et vous les avez vus, ces filtres-là, dans l'épisode de présentation de mon Slim Stroke 400 à travers ce passe-filtre, dans lequel je mets plusieurs filtres et qui me permet de changer d'un filtre à l'autre sans avoir à retirer l'oculaire, ce qui est très pratique quand on observe en particulier les nébuleuses, de pouvoir comparer le rendu d'une nébuleuse avec un filtre ou avec un autre. Ces filtres existent également en 3175 et vous pouvez les visser à l'entrée de votre oculaire. Ils sont vraiment très pratiques et quand même très efficaces pour vous aider à avoir plus de contraste dans l'image que vous observez avec votre instrument. Que vous habitiez en ville ou même à la campagne, nous allons voir que pour les nébuleuses, c'est quand même très intéressant, même en pleine campagne, même en haute montagne. Et donc je vous propose un épisode dans lequel nous allons notamment voir ensemble le résultat d'un test que j'ai fait à travers un réseau de diffraction que j'ai placé devant mon appareil photo, et je me suis amusé à photographier finalement la lumière décomposée, donc le spectre correspondant à la lumière des éclairages urbains autour de chez moi à travers les filtres de mon passe-filtre. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors pour commencer, il va falloir dire qu'il existe déjà plusieurs catégories de filtres. Premier type de filtre, le filtre clear. Ce filtre-là ne filtre en réalité rien du tout. Il ne sert simplement qu'à permettre de maintenir la mise au point, puisque la présence du vert va décaler la mise au point, va reculer finalement le plan focal d'à peu près un tiers de son épaisseur. Donc si je veux pouvoir passer d'un filtre à l'autre, mais si je veux pouvoir retirer mes filtres, j'utilise un filtre clear. Deuxième type, le filtre UV Haircut, il ne va pas tellement vous servir en visuel, par contre il est très fortement conseillé si vous observez le soleil avec un filtre de pleine ouverture, mais ça c'est pas l'objet. L'objectif c'est d'éviter que vous ayez des ultraviolets ou des infrarouges qui rentrent dans l'œil. Par contre, bien évidemment, ils sont très importants en lumière, en observation, enfin en photo planétaire, parce que là, bien évidemment, il va y avoir un énorme impact au niveau de la sharpness de votre image, ça c'est très évident. On en a déjà parlé lors des lives sur la photo planétaire. Troisième filtre que j'utilise, troisième catégorie de filtre, mais c'est mon deuxième ici, c'est un filtre contre la pollution lumineuse de façon globale. Alors ils peuvent avoir plusieurs noms, les filtres Clear Sky, les filtres anti-pollution lumineuse, les filtres CLS, les filtres Clear Sky, les filtres, là celui-là, c'est un filtre qui s'appelle donc Orion Sky Glow. Voilà, donc ça c'est un filtre un petit peu général au niveau de sa capacité de filtration de la lumière. Catégorie suivante, les filtres UHC, Ultra High Contrast, qui sont fortement recommandés pour les nébuleuses, nous allons le voir, mais qui peuvent être utilisés pour le reste en ville, quoique c'est un petit peu limite, mais ils peuvent être utilisés également. Dernier type, donc déjà le Ultra High Contrast, il est déjà plus restrictif, c'est-à-dire que vraiment il va trancher, vous allez voir, différentes zones de couleur, différentes longueurs d'onde. Et enfin le dernier, c'est ce qu'on appelle des filtres en bande étroite ou narrow band, c'est-à-dire des filtres qui vont vraiment laisser passer qu'une petite fenêtre. Et donc là, c'est les filtres oxygène 3, H-alpha, H-bêta, etc. À ne pas confondre avec le H-alpha pour le solaire, c'est encore un autre système de filtrage, encore plus restrictif. Donc personnellement, j'utilise effectivement ces différents filtres, donc un filtre clear, un filtre Sky Glow, un UHCS de chez Bader, et là en dernier, c'est le Oxygène 3 de chez Bader également. Donc le test que j'ai réalisé avec mon appareil photo, j'ai commencé sur une lampe, donc les lampes dites de sodium à haute pression qui sont sur mon boulevard en contrebas de chez moi. Il me suffisait finalement d'incliner l'appareil photo vers le bas avec une zone vraiment noire en face, et en fait la lumière arrivant dans le réseau de diffraction se trouve déviée en fonction de sa longueur d'onde, et donc ça nous étale finalement le spectre sur l'écran et sur la photo que j'ai réalisé. Donc on va pouvoir comparer effectivement les différents filtres. On peut voir qu'effectivement, déjà, dans un premier temps, le spectre de la lumière des lampes sodium haute pression. Donc on peut voir que sans filtre, on retrouve exactement
la même courbe que ce que l'on trouve sur Internet. Vous avez un lien dans la description, donc avec tout un graphe nous montrant finalement la réponse et l'émission d'une lampe sodium haute pression. Le filtre clear, comme on peut le voir, finalement ne filtre quasiment rien à part son taux de transmission finalement, donc le filtre clear là bien évidemment n'a pas d'impact. On continue cette fois avec le filtre donc Sky Glow. Celui-là, vous pouvez voir qu'il y a des zones quand même qui sont déjà bien nettoyées, mais il y a encore beaucoup de pollution lumineuse qui va passer. Le suivant, le Ultra High Contrast, vous voyez qu'on a fait encore un nettoyage encore plus important. Et donc là, bien évidemment, la pollution lumineuse qui reste, elle est beaucoup plus faible. Vous pouvez voir qu'au fur et à mesure, sur la droite, vous avez finalement une photo de la scène où vous pouvez voir aussi la luminosité globale du ciel, et vous pouvez voir que clairement la luminosité du ciel s'effondre au fur et à mesure de l'addition de l'utilisation de ces filtres. Et le dernier, l'Oxygène 3, vous voyez qu'on a une petite bande beaucoup plus faible qui passe, même s'il y a une zone où il y a un petit pic donc de la lampe de sodium. Et donc là, on est sur une bande beaucoup plus étroite, puisqu'on est sur de l'ordre de 12 nanomètres ou peut-être même 6 nanomètres. Voilà. Après, bien évidemment, ma méthode n'est pas la méthode la plus précise, c'est pas non plus un spectrographe ultra précis, donc forcément il y a une petite marge d'erreur, mais ça, on retrouve quand même bien l'idée. Donc la bonne nouvelle que vous pouvez voir avec ça déjà, c'est que les courbes qui sont annoncées par les constructeurs et que vous pouvez voir sur les fiches techniques dans les sites internet, et ben ces courbes sont exactes, c'est-à-dire que quand ça vous dit que ça tranche vraiment à 100%, qu'il n'y a plus rien qui passe, et ben véritablement il n'y a plus rien qui passe. Alors que quand vous observez bien votre lampe par exemple directement à travers le filtre, vous pouvez avoir l'impression qu'il n'a pas tant filtré que ça. Donc clairement, il y a quand même une certaine efficacité. Si maintenant on fait la même opération sur une lampe à LED, puisque ma résidence commence à installer des lampes à LED, mais fort heureusement au ras du sol, vous pouvez voir que là le filtrage est beaucoup moins efficace, parce que la lampe à LED émet sur la totalité de la lumière blanche finalement. Donc si bien évidemment la totalité de l'éclairage public basculait en lampe à LED, on commencerait à devenir fortement ennuyé. Venons-en maintenant à l'utilisation pratique de ces filtres. La première chose déjà à dire, c'est essayer de comprendre la luminosité, quel est le spectre d'émission d'une étoile, d'une galaxie ou d'une nébuleuse, puisque c'est ce que nous allons chercher à observer. Une étoile, globalement, ça va être la totalité du spectre visible, avec peut-être un peu moins de bleu dans le cas des géantes rouges, et un peu moins de rouge et plus de bleu dans le cas des étoiles jeunes. Le soleil étant une étoile dite verte au milieu de sa vie, et donc ce que nous interprétons comme blanc, c'est parce que notre œil prend comme référence finalement la lumière du soleil. Là-dessus, donc si vous observez un amas d'étoiles ou si vous observez une galaxie dont la lumière est majoritairement la lumière des étoiles, même si elles ont quelques nébuleuses, et bien là vous allez vous apercevoir que vous êtes en train d'observer quelque chose de blanc. Donc si vous commencez à prendre un filtre Oxygène 3, vous allez voir quasiment que rien, vous allez voir que du vert. On est plutôt dans le vert quand même avec l'Oxygène 3. Si vous prenez un filtre Ultra High Contrast, vous allez avoir le rouge d'un côté, vous allez avoir le bleu-vert de l'autre, donc vous allez avoir une lumière finalement très rosée, que l'on obtient d'ailleurs même quelquefois sur des photos de nébuleuses prises à travers ce filtre-là. Donc ça va trancher très fort, forcément votre objet par rapport à sa luminosité nominale, comme on a retiré des pans entiers de sa lumière, et votre objet est moins lumineux. Par contre la pollution lumineuse de l'environnement, du ciel, a été très fortement tranchée, et donc forcément on gagne quand même en contraste, même si on a altéré quand même une partie de l'objet, de la lumière de notre objet. Enfin, si vous observez donc avec un filtre type Deep Sky contre la pollution lumineuse, ou CLS, ou Clear Sky, ou Sky Glow, là à ce moment-là, vous allez moins filtrer la pollution lumineuse, par contre vous allez moins filtrer la lumière de votre objet. Donc j'ai envie de dire que quand vous observez un amas d'étoiles ou une galaxie, eh bien on passe de l'un à l'autre. On va l'observer tour à tour avec le filtre contre la pollution lumineuse généraliste et le filtre UHC. Donc ça c'est mon expérience personnelle, c'est aussi la raison de ce passe-filtre. Si vous observez cette fois une nébuleuse, la nébuleuse elle n'émet que dans certaines longueurs d'onde très précises. Vous avez dans le rouge, vous avez le
H-alpha, l'hydrogène, vous avez le S2, le sulfure 2, vous avez également l'oxygène 3 dans le vert et le hydrogène H-bêta dans le bleu. Donc un filtre comme le filtre UHC va laisser passer vraiment ces bandes-là, et c'est ça qui va vraiment nous intéresser. Il existe quand même plusieurs modèles de type UHC. Vous avez les UHC-S qui sont plus généralistes. Les filtres UHC-E également sont assez généralistes. Vous avez des filtres UHC tout court qui sont plus restrictifs et donc un peu plus forts. Donc là, c'est à vous de voir. Voilà, ça dépendra du diamètre de votre instrument, ça dépendra également de l'oculaire que vous allez utiliser, donc en fait de la pupille de sortie et de la luminosité globale de l'image, et ça dépendra aussi de la quantité de pollution lumineuse autour de vous. En tout cas, moi j'utilise de l'UHCS uniquement, et j'en suis très satisfait. Après, vous avez un filtre qui est un peu plus fort encore, c'est le L-Extreme de Optolong. Celui-là ne va laisser passer vraiment que le H-alpha et que le oxygène 3. C'est un filtre qu'on va pouvoir utiliser en visuel, mais qui est plus dédié à la photo, c'est-à-dire pouvoir faire vraiment une nébuleuse en cas de pollution lumineuse très très intense. Je ne vous cache pas que je me pose la question de m'en offrir un. Par contre, c'est un filtre qui est quand même très très cher en 2 pouces, je crois qu'il est aux alentours de 300 €. Les filtres UHC sont quand même moins chers. Enfin, les filtres à bande étroite, donc oxygène 3, H-alpha, H-bêta, sulfure 2, sont des filtres qui sont normalement utilisés avec une caméra monochrome pour des longues pauses, pour des nébuleuses. J'en ai déjà parlé dans l'épisode sur malgré la Lune et la pollution lumineuse. On peut travailler dans ces longueurs d'onde, même en présence de la Lune, on s'en sort. Là, c'est très faible, c'est entre 6 et 12 nanomètres. Donc de largeur de bande passante, donc c'est beaucoup plus faible, beaucoup plus restrictif, et vraiment ça nettoie vraiment le reste, donc ça nous permet de faire des pauses assez longues, des pauses même de 5 minutes, même en vide, et ça passe. Donc le filtre oxygène 3, il est très intéressant pour les nébuleuses, parce que ça nous permet de ne voir que la nébuleuse, enfin que l'oxygène dans la nébuleuse. Le H-bêta nous montrera que l'hydrogène. Donc ça peut être intéressant quand on observe une nébuleuse de passer de l'ultra high contrast qui va nous montrer globalement tous les gaz de la nébuleuse à l'oxygène 3 et de voir, parce que je vous rappelle que quand vous allez observer à l'œil, la nébuleuse, sauf quelques exceptions, elle apparaît quasiment tout le temps en monochrome. Donc vous ne savez pas distinguer, contrairement à une photo, vous ne savez pas distinguer ça c'est telle couleur, ça c'est telle couleur. Par contre, avec le filtre justement beaucoup plus restrictif, le filtre en bande étroite, vous allez pouvoir vous amuser à voir que l'oxygène, que l'hydrogène, ou voir le généraliste. Et donc en comparant ces trucs-là, d'où l'intérêt du passe-filtre, eh bien vous allez pouvoir vous amuser à décrypter un petit peu votre nébuleuse, et c'est quand même assez amusant à faire. Donc c'est des filtres qui sont quand même un petit peu plus onéreux, mais qui sont intéressants. Je les conseille plutôt à des grands diamètres. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même pouvoir bien grossir notre nébuleuse pour pouvoir distinguer telle zone de telle zone. Alors, sur Orion, il n'y aura pas de difficulté sur M42, mais sur des nébuleuses plus petites, je pense par exemple à la nébuleuse du Crabe ou la nébuleuse de la Lyre, etc. Là, ça commence à devenir beaucoup plus petit. Si vous prenez les dentelles du Cygne, c'est très intéressant également de faire cet exercice. Voilà, donc je pense qu'on a passé en revue les différents types de filtres. Maintenant, un dernier conseil, mais très important, pour l'utilisation de ces filtres. Donc vous avez vu que ces filtres-là, on peut quand même les utiliser en campagne. Pourquoi? Parce que vous avez toujours un petit peu de pollution lumineuse également, mais aussi vous avez l'airglow qui est cette ionisation des couches supérieures de l'atmosphère. Vous avez les IFN, c'est-à-dire les Integrated Flux Nebula, qui sont finalement des gaz et des poussières qui sont illuminés par les étoiles environnantes, et pas par une étoile strictement à proximité, donc c'est beaucoup moins lumineux, mais globalement le fond de ciel n'est jamais strictement noir. Donc la conséquence, c'est que bien évidemment, si vous utilisez même en pleine campagne ou en montagne un filtre ultra high contrast, vous allez mater complètement le fond de ciel autour et votre nébuleuse va se détacher de façon assez surprenante, et c'est vraiment fabuleux à observer. Je peux vous donner 2 exemples. Les dentelles du Cygne, par exemple, peuvent être observées même avec une paire de jumelles ou une lunette de 50 mm pour peu qu'on ait un très faible grossissement. Donc là, on est sur un rapport FD court avec un oculaire de longue focale. Vous pouvez les observer avec un ultra high contrast, donc même avec un faible diamètre. Par contre, sans ce ultra high contrast, même avec un télescope de grand diamètre, vous aurez de très grosses difficultés à l'observer. J'ai envie de dire qu'à l'exception
du balai de sorcière, donc la petite dentelle, eh bien, vous n'allez pas pouvoir observer le reste parce que vous n'allez pas avoir assez de contraste finalement par rapport au fond de ciel. Donc même en très haute montagne ou même à la campagne, ce filtre UHC est très très intéressant. Franchement, moi j'aime énormément l'utiliser quand j'observe les nébuleuses. En fait, dès que je suis sur une nébuleuse, paf, c'est passe filtre et je passe de l'un à l'autre et je m'amuse. Voilà. Par contre, en ville, le conseil le plus important, c'est celui des lampadaires. Je m'explique. Si vous êtes face à un lampadaire en face de vous, ou comme moi avant avec des lampadaires à sodium de 250 watts qui étaient vraiment strictement en face de moi, 250 ou 350, enfin ça claquait quand même pas mal dans la figure. Et bien ce qui se passe, c'est que la pupille de votre œil se ferme, elle se ferme finalement en fonction de la luminosité globale qui vous environne. Donc à partir de ce moment-là, si vous êtes en ville et que vous avez un lampadaire devant vous, vous allez avoir de la lumière. Le télescope lui-même va être éclairé, le porte-oculaire va être éclairé, le tube de l'instrument, etc., etc. La pupille de l'œil mettant 20 minutes à s'ouvrir au maximum, vous comprenez bien que là, elle ne s'ouvre pas au maximum. Donc quand vous allez commencer à filtrer avec vos filtres contre la pollution lumineuse, quel que soit le type que vous allez utiliser, vous n'allez faire que assombrir votre image. Alors bien évidemment, vous lui donnez plus de contraste, mais vous l'assombrissez, et comme l'iris de votre œil n'est pas ouvert au maximum, eh bien vous avez une image très très peu lumineuse, et donc à ce moment-là, l'impression finalement de ne pas mieux voir. Si par contre vous vous protégez de tout ça, c'est-à-dire on se met derrière une maison, on se met dans une cour au fond avec aucun éclairage direct, on ferme les volets de la maison par exemple, mais aussi, moi c'est ce que je fais, c'est que je mets une grande toile donc bien opaque sur mon garde-corps pour que toutes les lampadaires qui sont en dessous de moi, il n'y en a aucun qui ne m'arrive directement dans les yeux. Et donc ça contribue à bien assombrir la luminosité globale qui est autour de moi, et à partir de ce moment-là, je peux apprécier d'autant mieux le ciel finalement, et l'observation à l'oculaire, et je peux vous dire que ça change vraiment du tout au tout. Donc la clé pour utiliser ces filtres-là, ok, il y a de la pollution lumineuse, ok, on va l'utiliser, mais vous devez vous-même être préservé de toute pollution lumineuse, y compris les écrans. Moi j'aime bien utiliser des logiciels sur smartphone comme Carte du ciel, mais là sur de l'observation à l'oculaire, on va essayer de mettre un maximum d'attention. Là bien évidemment on essaiera d'éteindre les smartphones le plus tôt possible. Voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. Un autre type de filtre dont j'ai pas trop parlé, mais là on est sur de la bande étroite également, c'est le filtre Comet Filter, qui coûte très cher également, mais qui est vraiment optimisé pour les longueurs d'onde des comètes. Donc on essaie d'éteindre au maximum et on essaie de ne faire passer que la lumière des comètes, et ça peut aider. Je pense que ça, un jour ou l'autre, je vais passer à l'investissement. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura permis d'y voir plus clair sur ces différents types de filtres, les différentes appellations. Je peux vous donner 5 noms de marques qui, à mon avis, sont assez réputées. Astronomique, Bader, Optolong, Lumicon et IDAS. Et il y a Astrodon également qu'on peut ajouter. Donc ça fait 6 marques. Là-dessus, ces filtres existent en plusieurs formats. Donc, on l'a dit, un format 2 pouces, donc ici, qui va pouvoir être utilisé. Moi, personnellement, je l'utilise parce que je peux le visser à l'entrée du correcteur de coma, qui est en 2 pouces. Je peux le mettre sur un oculaire de 2 pouces, mais il va pouvoir également être utilisé pour mes appareils photo. Vous avez le format 31-75 pour des oculaires en 31-75, et notamment si votre porte-oculaire n'est que en 31-75. Vous avez aussi un format clip qui se clip à l'intérieur de votre appareil photo, en fait, à l'entrée de l'appareil photo. Donc là, ça dépend du modèle, bien évidemment, d'appareil photo. C'est des fils qui sont plus rares, qui sont très chers, qui sont quand même, je pense, assez fragiles, qui peuvent quelquefois s'utiliser avec les objectifs, quelquefois pas. Voilà, c'est très particulier, puis ça impacte aussi le back focus. Donc il peut y avoir un peu de coma sur les bords aussi, forcément, puisque vous avez fait varier votre tirage de back focus. Donc ça, un jour on en parlera, parce que je vais faire une petite astuce là-dessus. Les filtres en 2 pouces peuvent être vissés quelquefois si la sortie de votre porte-oculaire est en 2 pouces, enfin de votre correcteur est en 2 pouces, peut être fixé entre le correcteur et l'appareil photo, et donc on pourra éviter sans doute des reflets. Et donc ça, c'est une des étapes que je vais faire bientôt, et je pense que je vous en parlerai en fonction du résultat. Mais voilà, ces filtres sont très efficaces, clairement, parce que je pense que les spectres parlent d'eux-mêmes, hein, qu'on a vu ensemble. Par contre, il ne faut pas les utiliser n'importe comment, il faut comprendre lequel s'utilise dans quelles conditions, et bien évidemment se préserver soi-même de la pollution lumineuse. Je pense que maintenant vous avez
compris ce point qui est à mon avis fondamental. Alors bien évidemment, où acheter ces filtres? Vous pouvez les acheter à peu près dans tous les magasins d'astronomie. Je vous remets la carte de tous les différents magasins d'astronomie donc en France et aussi en Belgique et en Suisse. Là-dessus, comme toujours, il est toujours mieux de faire vivre le magasin que chez soi, parce que le jour où il meurt, eh bien, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Et en cette période de confinement, ça a été un petit peu dur pour eux, quoique ils ont fait beaucoup de ventes par correspondance. N'oubliez pas que les opticiens peuvent s'approvisionner chez donc Medas Instruments d'un côté, Optique Unterlinden de l'autre, donc vous pouvez leur demander, quelquefois ils peuvent vous les approvisionner. Ensuite, vous avez les grosses plateformes de vente par internet, AliExpress ou Amazon. Vous pouvez en avoir quelques-uns sous des marques un petit peu no-name, type SV Boni, Datizone et autres. Ces filtres ne sont pas forcément mauvais, dans le sens où globalement il n'y a pas 40 milliards d'entreprises qui en réalité ne font ces filtres-là. Par contre, vous n'avez peut-être pas forcément la garantie d'avoir les deux faces strictement planes. Et donc ça, si vous faites de la photo, à mon avis, il vaut mieux éviter ces filtres-là. Par contre, en visuel, je pense que ça ira. Voilà ce que je peux vous dire. Donc vous avez la carte des différents magasins. Vous pouvez aller chez eux, je vous mets les liens dans les descriptions. Si par contre vous aviez l'intention d'aller chez AstroShop et si vous voulez donc me soutenir, vous pouvez passer par mon lien commissionné. Je vous mets également un lien sur mon Utip si vous voulez me soutenir sans forcément acheter sur AstroShop, mais acheter sur un autre magasin, il n'y a aucun problème. De toute façon, vous savez, je ne fais pas cette chaîne-là pour de l'argent, je la fais pour redonner à la communauté ce que la communauté m'a donné. Et c'est pour ça, pour moi, le plus important, même si, bien évidemment, cette chaîne me coûte de l'argent. Et si je veux pouvoir vous faire des tests, il faut peut-être pouvoir acheter le matériel, puisque personne ne me prête à titre gracieux du matériel pour des tests. En tout cas, pas encore aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Vous précédez bien évidemment le partage d'un petit texte quand même d'introduction en disant voilà, je pense que cet épisode pourra t'aider parce que là, Christophe a abordé le sujet de façon assez correcte. Tout ça pour éviter, parce que c'est vrai que le lien posté en brut comme ça dans une réponse sur Facebook ou sur un forum peut être perçu comme agressif par les modérateurs et je les comprends. Je vous remercie de votre attention, je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.